20h45 heure Alger, vous êtes sur Al24 News, bienvenue dans ce 24 heures Afrique. Et on entame cette édition avec le Mali, où les autorités de la transition ont déroulé ce vendredi le calendrier électoral. Première étape, le référendum constitutionnel prévu pour le 18 juin prochain, après son report en mars dernier. Les détails avec Safouane Ben Sabri. Le 18 juin prochain, c'est jour de vote au Mali. Le corps électoral du pays est appelé à donner sa voix quant à la nouvelle constitution du pays. Le collège électoral est convoqué le dimanche 18 juin 2023 sur toute l'étendue du territoire national et dans les missions diplomatiques et consulaires de la République du Mali, à le fait de se prononcer sur le projet de constitution annexé au présent décret. Initialement prévu le 19 mars dernier, le référendum a été reporté sine-die en raison de la révision des lois électorales ainsi que d'autres problèmes logistiques tels que la distribution des cartes biométriques. D'ailleurs, pour bon nombre d'observateurs occidentaux, cet ajournement était déjà la preuve de l'échec de la feuille de route de la transition au pouvoir depuis le second coup de force d'Assimi Goïta en mai 2021. Le référendum constitutionnel est sans doute la pierre angulaire de la transition et pour cause, il constitue la première étape pour le retour des civils au pouvoir, prévu en février 2024 à la suite d'une élection présidentielle. Ce point a d'ailleurs fait l'objet d'un long bras de fer entre la transition malienne d'un côté et de l'autre la CEDEAO et l'Union africaine. Ces institutions avaient dès lors imposé de lourdes sanctions économiques au Mali, à moitié levées en juillet 2022 dès que le consensus était mis en place, à savoir le retour des civils au pouvoir. On reste au Sahel, plus précisément au Burkina Faso, où le président de la transition, Ibrahim Traoré, est revenu lors d'un entretien accordé à la télévision burkinabé sur l'attaque de Karma le 20 avril dernier, ayant causé la mort de plus de 130 personnes, dont 15 enfants, et répond aux accusations qui visent l'armée du pays, appelle à éviter les conclusions hâtives. Par ailleurs, le chef de la transition est également revenu lors de cet entretien sur les difficultés que rencontre le pays dans sa lutte contre le terrorisme et dénonce ce qu'il qualifie d'une coalition contre le Burkina Faso, affirmant que de nombreux pays ont refusé de vendre de l'équipement à l'armée burkinabé. Donc et les enquêtes sont en cours. On attend que les enquêteurs fassent leur travail et que les gens évitent de tirer des conclusions. La course sous la guerre d'influence entre les grandes puissances pour conquérir le continent africain se poursuit. L'Allemagne n'est pas en reste et son chancelier semble vouloir mettre le turbo. Un an, jour pour jour, après sa première visite en Afrique de l'Ouest, Olaf Scholz fait son baptême à l'Est, avec à la clé des ambitions énergétiques et un renouveau politique. Khadija Khadaoui. Bis repetita pour le chancelier allemand, un an presque, jour pour jour, après son premier grand voyage en Afrique de l'Ouest, destination l'Afrique de l'Est, 2 étapes, l'Éthiopie, puis le Kenya. La lutte contre la faim et le changement climatique, la coopération économique et le maintien de la paix, ainsi que la maîtrise des conflits, notamment au Soudan, dans son agenda. Cette visite au Kenya revêt un intérêt stratégique pour Scholz. Que ce soit sur le plan diplomatique, Scholz veut ériger son pays au rang d'ambassadeur de paix en Afrique. D'ailleurs, en Afrique de l'Ouest, son ministre de la Défense, Boris Pistorius, avait clairement affiché la couleur. Le tout sécuritaire occidental en Afrique est un échec. Autre axe non négligeable pour le dirigeant allemand, l'énergie. Et il se trouve justement que le Kenya est pionnier des énergies renouvelables qui assure 90% de sa production électrique. En Éthiopie, Scholz a non seulement rencontré des représentants du gouvernement, mais aussi de l'Union africaine. D'ailleurs, le renouveau des politiques africaines allemandes ou le tournant africain de l'Allemagne prend tout son temps lorsque Scholz appelle de ses vœux à l'intégration de l'Union au sein du groupe G20, à l'instar d'autres puissances telles que la Russie et la Chine. J'ai fait une déclaration très importante ici pour l'Union africaine. Nous voulons soutenir que l'Union africaine obtienne un siège au G20, qu'elle puisse participer et avoir son mot à dire. C'est par respect pour le continent et ses nombreux États, et aussi pour sa population croissante. Contexte énergétique oblige, Berlin ne cache pas ses ambitions. Énergie verte à l'est, GNL à l'ouest. Le tout sous fond de guerre d'influence avec d'autres anciennes puissances coloniales européennes en perte de vitesse en Afrique.
Lors de sa visite au Kenya, Olaf Scholz s'est également entretenu avec son homologue William Ruto quant au conflit au Soudan. Et à cette occasion, Ruto a réitéré son appel quant au retour au calme et à la paix dans le pays. Je vous propose de l'écouter. Nous avons convenu de la nécessité immédiate d'une cessation inconditionnelle des hostilités et de l'accès humanitaire et de la protection des civils. Nous soulignons la nécessité pour la communauté humanitaire de soutenir le Kenya, l'IGAD et l'Union africaine dans leurs efforts continus pour résoudre ce conflit. De son côté, l'envoyé spécial du chef du Conseil de souveraineté soudanais, Abdel Fattah al-Burhan, s'est rendu en Éthiopie ce jeudi où il a rencontré le président de l'Union africaine, Azali Assoumani, pour s'entretenir du conflit en cours au Soudan. Dafallah al-Hajj a affirmé que les autorités de son pays sont favorables à un retour au calme, avant d'ajouter, je cite, « L'armée est prête à pardonner à quiconque est prêt à déposer les armes ». Dafallah al-Hajj n'a pas manqué d'appeler les forces de soutien rapide à déposer les armes. Par ailleurs, l'envoyé spécial a également rencontré le Premier ministre éthiopien Ahmed Abiy. La situation au Soudan reste toujours aussi tendue. Les tirs ont retenti ce vendredi également à Khartoum et l'UNICEF tire la sirène d'alarme et affirme que les enfants sont les premières victimes du conflit. Selon l'agence onisienne, 7 d'entre eux seraient tués ou blessés toutes les heures, faisant état de 190 enfants tués et de 1700 autres blessés depuis le début du conflit entre l'armée et les forces de soutien rapide. De son côté, le syndicat des médecins soudanais a indiqué que le nombre de morts civiles a atteint les 473 depuis le début des affrontements. Dans un tout autre registre, la situation économique au Maroc revient au devant de la scène à la lumière des nouveaux chiffres de chômage rendus publics par le Haut Commissariat au Plan. La perte d'emplois, notamment dans le secteur de l'agriculture et chez la catégorie des jeunes, a atteint tel niveau que la stabilité socio-économique du pays y est menacée. Compte rendu signé Iman Merat. La crise économique au Maroc s'intensifie et s'aggrave au fil du temps, entraînant des millions de Marocains dans le bourbier du chômage vers un seuil de pauvreté sans précédent. Dans son dernier rapport, le Haut Commissariat au Plan du Maroc a révélé des chiffres effarants quant à l'expansion du chômage qui avoisine les 2 millions de chômeurs et une augmentation de plus de 80 000 chômeurs au cours du premier trimestre de l'année en cours. Comparativement à la même période de l'année précédente, le taux de chômage a bondi à 12,9% au cours du mois de mars, où la jeunesse marocaine était la catégorie la plus touchée avec un taux de plus de 50%. L'agence gouvernementale a déclaré que le premier trimestre de l'année en cours a été le seul indicateur de la perte de plus de 4 millions d'emplois. Le secteur agricole a été le plus touché. Il perd environ 250 000 emplois, soit 8% des postes dans ce secteur. Le secteur industriel a également perdu 10 000 postes d'emploi. Le secteur des services a pour sa part perdu 56 000 postes d'emploi. Le Haut Commissariat au Plan a déclaré que près de 260 000 emplois ont été perdus dans les zones rurales, 10 000 dans les régions urbaines. L'organisme officiel a également révélé que plus de la moitié des travailleurs n'étaient pas diplômés, tandis qu'environ 11% n'occupaient que des postes saisonniers. Et football, avant de clore cette édition avec la CAN U17 et les jeunes pépites du continent en quête d'un trophée africain. Durant cette 14e édition, l'Algérie, pays organisateur qui affronte le Congo en ce moment même au stade Nelson Mandela pour le compte de son 3e et dernier match de poule. À la mi-temps, le score est de 0-0. Une victoire ou un match nul serait vital pour la suite du tournoi. Dans le même groupe, la Somalie se mesure au lion de la Teranga. Rappelons bien que le Sénégal est déjà qualifié pour le second tour après 2 victoires et pour le moment, il mène de 2-0. Madame, Monsieur, au nom de l'ensemble des équipes du 24 Heures Afrique, je vous souhaite une excellente soirée sur Al 24 News. À demain. D'ici là, prenez soin de vous.